Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez Gladiator? Bon, c'est sympa, Gladiator. Est-ce que vous aimez Gladiator 2? Bon, vous l'avez peut-être pas encore vu. Est-ce que vous aimez Ridley Scott? Moi, pas vraiment. J'ai été trauma par le film qu'il a fait sur Napoléon pour 10 000 raisons que je ne vais pas préciser ici. Mais avec la sortie de Gladiator 2, je me suis dit, finalement, je vais aller le voir, le 1 était sympa. Bon, je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçue. Aujourd'hui donc, on ne va pas parler de l'historicité du film, parce que ça, je pourrais en parler pendant très longtemps. Non, il n'y a pas de requins qui ont pu se balader dans le Colisée. Common n'est qu'un gamin capricieux qui choisit l'inceste pour un héritier. Non, les gladiateurs ne se tuaient pas à chaque combat, sinon c'est du gâchis. Pourquoi Maximus est autant apprécié alors que personne ne le connaît? Les scènes de bataille, même 25 ans après, sont toujours du grand n'importe quoi. Ridley Scott se tape de l'histoire alors, je préfère m'arrêter là. Mais on va parler de Gladiator comme prétexte pour parler des costumes à la Rome antique, parce que sur cette chaîne, je vous ai déjà parlé de la mode en Grèce antique, je vous ai parlé de la mode en Égypte antique, mais je ne vous ai pas parlé de la Rome antique. Et pourtant, eux aussi, ils avaient des vêtements, hein, comme tout le monde, même si on va pas parler de mode, hein, proprement parler, c'est un terme facile, mais un peu anachronique, bien évidemment. Il n'empêche qu'il y avait quand même des petites tendances et des petits vêtements caractéristiques, et on va voir si dans Gladiator, on a les mêmes. Alors déjà, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est mon œil qui gratte. Alors déjà, ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est les propos de la costumière du film, qui s'appelle Janty Yates. Alors, Janty Yates, c'est une costumière qui a travaillé avec Ridley Scott pour tous ses films. Donc, que ce soit Alien, Napoléon, Gladiator ou que sais-je, elle a fait tous les films de Ridley Scott. Ah, et c'est pas pour ça qu'elle est mauvaise en costume historique, la preuve, Napoléon, on peut dire ce qu'on veut sur son historicité, les costumes sont plutôt bons. Mais là, sur Gladiator 1 et 2, elle a un propos qui m'a un petit peu interpellée. Puisqu'elle dit que pour créer ces costumes, elle n'avait pas besoin de lire des livres ou de regarder des documentaires, des films à ce sujet. Elle n'avait qu'à aller à Rome pour visiter les musées, découvrir un petit peu les représentations qu'il y a, pour finalement se rapprocher au plus près de ce que portaient nos ancêtres de la Rome antique. Alors, je suis plutôt d'accord avec elle. Rome, pour y être allé, c'est très sympathique. Effectivement, nous avons beaucoup de vestiges antiques, notamment dans les musées. On a 12 000 statues qui nous montrent comment les femmes et les hommes s'habillaient à ces époques. Ma question, du coup, que je pose, Gentil, c'est pourquoi n'as-tu pas utilisé ces dites statues pour créer tes costumes? Alors, rassurez-vous, il y a des choses correct, un peu plus dans 2 d'ailleurs, mais il y a évidemment beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors déjà, ce qui m'a frappé quand j'ai revu le 1 et même le 2, c'est les cuirasses. Il y en a partout. Tout le monde porte des cuirasses. Tous les hommes portent des cuirasses. Alors les cuirasses qu'ils portent, c'est ce qu'on appelle des cuirasses musculaires. Et comme son nom l'indique, ce sont des cuirasses qui imitent la musculature de l'homme, avec les petits pectoraux, les petits abdos, etc. Puisqu'on a les cuirasses classiques, hein, qu'on connaît, et celle-ci forcément, ça représente l'imagerie que l'on a de la Rome antique. Donc là-dessus, rien d'étonnant. Et ce sont effectivement des cuirasses qui étaient portées à cette époque, notamment par l'empereur lui-même, spoiler alerte, et par de grands généraux, en tout cas jusqu'à une certaine période. Donc le fait par exemple que Commode porte la cuirasse, ou que Maximus, Pedro Pascal, je sais plus le nom de son personnage, porte des cuirasses, c'est pas si étonnant que ça. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance quand même à en mettre un peu tout le temps. Surtout que ces cuirasses n'ont pas vraiment de sens. Elles sont décorées un peu bizarrement, c'est-à-dire que par exemple la cuirasse que porte Pedro Pascal dans 2, il y a juste une méduse dessus, bon pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas si décorée que ça pour un général de son envergure, ce qui est pour le coup un peu plus cohérent pour Commode par exemple, qui a des cuirasses très décorées. En revanche, elles ont toutes des couleurs de fou. Commode, il a des cuirasses noires ou blanches, bon bah lui c'est pas pareil parce que c'est... Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant, est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, le personnage de Pedro Pascal a aussi des cuirasses noires,
Pourquoi, je ne sais pas. Les deux empereurs, Caracalla et Geta, ils ont des cuirasses dorées de fou. Alors franchement, ça devait sûrement pas exister. Hein, c'est sûrement en bronze à la limite, mais pas doré comme ça. Ça fait d'ailleurs un peu fake, je trouve. Mais vu la personnalité des deux zigotos, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis, il y a la fameuse cuirasse en rotin de Lucius. Je trouve ça même un peu raciste, vu que je crois que c'est en Afrique. Genre, les Africains, ils savent pas faire des cuirasses en métal, ils font des cuirasses en rotin. Les cuirasses, c'est extrêmement peu confortable. Hein. C'est porté pour le contexte militaire, de prestige, bien sûr, c'est un élément d'apparat. Les cuirasses, c'est pas porté H24. La plupart du temps, les hommes portent des toges et des tuniques. C'est l'habit civil de base, en fait. Il faut savoir qu'en plus, la tunique... c'est un peu le b.a.-ba, la tenue de base pendant une bonne partie de l'histoire, genre au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors dans un plan, on voit Pedro Pascal porter une espèce de tunique au-dessus des genoux, pourquoi pas, avec ce qui ressemble à une cape, mais elle n'est pas du tout portée à la romaine. En fait, j'ai pas trouvé de représentation où des capes étaient portées de cette manière. Alors ça ressemble beaucoup au paludamentum. On parle pas le latin. Qui sont ces espèces de capes et manteaux que les hommes pouvaient porter hormis des toges, sont portés sur une épaule en général et accrochés ici à l'épaule. Donc ce que porte Pedro Pascal ne fait pas vraiment de sens. Et puis ne parlons pas de ce joli peignoir hein, porté par notre acolyte, ça me fait penser à des mauvais souvenirs, mais bon bref, on va dire que y a plus d'efforts dans deux pour avoir des tenues civiles. Alors il faut savoir que la toge, elle est quand même portée à des occasions un petit peu particulière, elle n'est pas portée H24, et les toges en elles-mêmes, en fait, il y en a de plusieurs sortes. Stop! Alors on va s'arrêter ici, parce que je m'apprête à dire plein de bêtises et d'approximations sur la toge, donc on va corriger ça tout de suite. J'étais un petit peu fatiguée ce jour-là, je pense que vous le voyez à mon beau visage. Donc pour récapituler, effectivement, la toge, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez tout d'abord la toga virilis, ou la toge virile, qui est entièrement blanche, et qui est portée par tout citoyen romain, voilà, dès l'âge de 16 ans, quand il devient donc citoyen. Il y a également la toge prétexte avec des bandes rouges, plutôt portées par les magistrats et les jeunes garçons, parce que le rouge aurait une fonction de protection. Et l'autre type de toge prétexte, elle, est avec des bandes violettes, ou plutôt pourpres, pour les sénateurs de Rome. Donc, pas vraiment de rouge pour les sénateurs, ni de noir, comme on voit dans le film de Ridley Scott. Pourquoi ils portent des toges à bandes noires? Je n'en ai absolument aucune foutue idée. Autre type de toge que vous avez également, c'est la toge pula, de couleur sombre, donc en noir par exemple, en signe de deuil, et la toga picta, qui est une toge pourpre brodée d'or qui elle est réservée aux empereurs triomphants. Il faut savoir qu'à partir du 1er siècle, la toge n'est plus vraiment portée au quotidien, elle est donc portée que pour des cérémonies ou en deuil lorsqu'il s'agit de la toga pula. À partir de ce moment-là, on va plutôt adopter le pallium, un manteau drapé plus léger, retenu à l'épaule droite par une fibule, et qui est un petit peu enveloppant. Donc c'est totalement ce qu'on aurait pu retrouver dans le film, et qu'évidemment, nous n'avons pas. Les militaires pouvaient également porter la chlamyde, notamment sous l'Empire byzantin, et c'était toujours retenu par une fibule à l'épaule de façon assez longue, donc quelque chose que Pedro Pascal aurait pu tout à fait porter, et qu'évidemment, encore une fois, nous ne retrouvons pas. Tout ça pour dire que Ridley Scott avait du choix dans les toges et les manteaux que tous ces hommes pouvaient porter, mais évidemment, il n'y en a pas. Bref, j'espère que c'était un petit peu plus clair, revenons à la vidéo. Parlons maintenant des robes, bien sûr. Là, je suis un petit peu plus à l'aise, évidemment. Et on va notamment parler des robes de la sœur de Commode, qui ne font aucun sens. Dans le 1, elles sont parfois même hideuses, je trouve. On dirait vraiment qu'ils ont découpé des bouts de tissu, ils l'ont rajouté sur l'actrice. Dans le 2, elles sont plus jolies esthétiquement, mais elles sont vraiment modernes. Les robes des romaines ne ressemblaient pas à ça. Alors il faut savoir que la mode féminine en romantique c'est un petit peu particulier, puisqu'elles ont d'abord commencé par porter la toge avant que ce soit réservé à leurs homologues masculins. Alors tout d'abord elles portaient une chemise. Hein, vous savez à quel point j'aime les chemises et à quel point elles sont oubliées dans les séries historiques, mais en tout cas elles existent. Par-dessus cette chemise elles mettaient donc une tunique comme les hommes, par contre un petit peu plus longue forcément, et qui était serrée au niveau de la taille et au niveau de la poitrine aussi parfois. Il y avait des cordons qui soulignait le dessous de la poitrine. Mais ce qui fait que les petits rubans que porte la sœur de Commode
ne font aucun sens. Vraiment, ils ne servent à rien, à part être assez moches, je trouve personnellement. En fait, si on porte des cordons à l'époque, c'est pour créer des effets de tissu, pour avoir un effet un peu plus bouffi, un peu comme ce qu'on avait avec les chitones en Grèce antique. Vous connaissez l'adage, les Romains ont tout piqué aux Grecs. Donc s'il y a des cordons, c'est qu'ils ont une utilité. Là, ils ont zéro utilité, il y a juste des rubans et c'est un paquet cadeau, quoi. Il n'y a pas plus d'utilité que ça. Et par-dessus cette tunique, elle portait une stola, une robe sans manches, réservée aux femmes mariées et serrée à la ceinture. Et ça, cette stola, on la définit pas vraiment. Dans les robes de la sœur de Common, on sait. En fait, elle porte juste des robes, quoi. Elle n'a pas de ces superpositions de couches qui étaient très très communes à la Rome antique et même, j'ai envie de dire, dans beaucoup de périodes de l'histoire. Et enfin, la palla, qui est un châle, tout simplement, qu'elle portait au-dessus des épaules et attachée avec des fibules. Donc ça, les châles, elle en porte tout le long de la saga, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce sont des très beaux châles, assez longs. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Mais on va dire que c'est le seul truc correct de sa tenue, voilà. Alors je suis un petit peu méchante, l'autre truc correct également, c'est les bijoux. Alors par contre, je vais pas aller dans les détails de ces bijoux, peut-être que historiquement pareil, ils ne font aucun sens, mais moi ce que je retiens, c'est qu'elle a beaucoup de bijoux, très visibles au niveau des oreilles, au niveau du cou également, et ça, c'est tout à fait cohérent, parce que les femmes à l'époque romaine pouvaient pas trop faire d'extravagance avec leur tenue, et donc elles compensaient par les bijoux. Et tout comme les bijoux, eh bien les femmes pouvaient également compenser avec les coiffures. Et ça, des coiffures, et vous le savez si vous avez regardé mes vidéos sur la mode, c'est le truc préféré des femmes dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà, les coiffures, il y en a des tas, et des tas, et des tas. Et les romaines ne font pas exception, puisque, alors dans les films, clairement, la sœur de Commode, elle a souvent les cheveux détachés, vous savez à quel point j'aime les cheveux détachés, et ou un petit peu attachés, mais vraiment léger, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'on a des coiffures romaines vraiment très sympas, même attachées. Il y a plein de coiffures, la plus connue étant celle avec cette espèce de proéminence de boucles sur la tête, qu'on trouve notamment sur les statues romaines, hein, il y en a beaucoup, et qu'on a un petit peu chez les figurantes de Gladiator 2. C'est assez rigolo, j'ai trouvé que dans Gladiator 2, les figurantes étaient mieux habillées et coiffées que le personnage principal. C'est souvent comme ça dans les films, il faut le savoir, mais je tenais à le préciser que les robes et les coiffures sont beaucoup plus legit dans Gladiator 2 chez les figurantes, que l'on voit genre quelques secondes à chaque fois. Dommage. Et maintenant, parlons des choses qui fâchent. Les armures des gladiateurs. Oh oui, il y a des choses à dire. Ils ont fait n'importe quoi avec les armures des gladiateurs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'armure. C'est un truc de fou. Alors déjà, ce qui me marque profondément dans les films, c'est que ils choisissent un peu les armures qu'ils veulent, ils choisissent n'importe quel casque. Maximus d'ailleurs choisit ce fameux casque pour lequel il est connu. Bon, je le trouve absolument dégueu. Il a une symbolique, donc ok. Ceux qui sont destinés à être gladiateurs ne choisissent pas leur équipement. Alors les gladiateurs, déjà, ce sont des hommes volontaires, entraînés, et suite à cet entraînement, eh bien, on leur attribue un rôle. Puisque la gladiature, comme n'importe quel combat de ces époques-là, eh bien, il y avait différents rôles. Tout le monde ne faisait pas la même chose et tout le monde n'était pas juste à se taper dessus comme des godins pour se tuer, hein, puisque c'est clairement ça qu'ils font dans les films. Donc les équipements sont différents selon le rôle que vous aviez dans l'arène. Alors il y a des rôles qui sont plutôt dans le corps à corps, dans le combat, dans la technique à distance, donc forcément, selon la technique que vous allez utiliser, vous n'avez pas les mêmes équipements. Ce qui les caractérise et ce qui peut nous choquer aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont absolument pas de protection au niveau du torse, à moins d'être un certain type de combattant. Ils étaient torse nu, tout simplement parce que ça leur permettait d'être beaucoup plus mobiles. En fait, il faut voir la gladiature comme un art qui s'approche presque de l'escrime. Et c'est pour ça que je vais pas forcément reprocher au film de faire n'importe quoi avec la gladiature, puisque, en fait, on se ferait vraiment chier si on regardait de la gladiature aujourd'hui. Mais ce qui protégeait principalement les combattants, c'est le casque, à moins que vous soyez à distance, mais le casque, le bouclier, très important, une grande majorité des combattants portaient un bouclier, ce que l'on ne voit absolument pas dans le film, des grands boucliers en plus de ça, des protections au niveau des bras, au niveau des mains, vu qu'ils étaient
les premiers à être à découvert, et également au niveau des jambes. On remarquera par exemple que le scissor, qui est un type de combattant qui a été introduit tardivement dans la gladiature, donc il n'est pas très courant, eh bien c'est l'un des rares qui n'a pas de bouclier. Et en ce sens, il a une armure un petit peu plus complète. Il porte une cotte de mailles, un casque, des protections au niveau des mains, surtout celle qui va venir toucher son adversaire, et des protections au niveau des jambes. Laurietiarius, lui, il est plutôt à poil, hein, il a pas de bouclier, il a pas de casque, il a rien, mais tout simplement parce que lui, il est plus en mode furtif, il est très difficile à toucher, son but c'est de bouger, et forcément il faut qu'il soit très mobile, et comme c'est très difficile de le toucher, eh bien il a moins besoin de protection. Et donc ce qui est un petit peu dommage dans les combats qu'on voit dans les films, c'est qu'ils n'ont aucune protection au niveau des jambes et au niveau des bras. Ils ont des espèces de brassards, les fameux brassards que tout le monde a dans les films de romantique, ça pareil, il va falloir arrêter avec ça. Et ils ont rien au niveau des jambes, peut-être des petites sandales, mais c'est tout. Ce qui est un petit peu dommage, on aurait pu avoir des protections un petit peu plus poussées, notamment dans le 2, on sent qu'il y a eu des tentatives, mais c'est toujours fait à moitié. Ce qui est quand même très dommageable, puisqu'il y avait largement ce qu'il fallait en termes de documentation pour faire des armures de gladiateurs un peu crédibles, sans en enlever l'action et le n'importe quoi de ces films. C'est pour ça que la tenue de Maximus dans le 1 ne fait aucun sens. Parce que la majorité du temps, il n'a pas de casque, il n'a pas de bouclier, pas de protection au niveau des bras, pas de protection au niveau des jambes, une simple tunique et une espèce de protection en cuir qui est vraiment là pour décorer. Maximus, je pense que tu voulais mourir. Voilà, clairement. Non, mais tu n'as absolument pas compris, en fait. C'est parce que Maximus, il est tellement fort qu'il n'a pas besoin d'une véritable armure. Ça prouve qu'il n'a même pas de risque de se faire tuer. Et puis même s'il se faisait tuer, finalement, eh bien, il n'avait plus rien à perdre, donc ce n'est pas grave. Et oui, le manque d'armure, eh bien, ça sert le propos du film. Tout à fait. Bref, du coup, pas mal de choses à dire quand même, et encore, je suis allée dans les grandes lignes, et il y a énormément de détails que je vous ai pas abordés. Si vous voulez aller voir au niveau des armures, il y a la vidéo de Métatron que je vous mettrai en description qui est très détaillée à ce sujet. Et si vous voulez voir des bons exemples de tenues à l'antique, regardez la série Rome d'HBO, qui est vachement plus véridique sur la manière de représenter les costumes et les tenues antiques, comme quoi on peut faire des séries intéressantes et à base de fiction avec des costumes intéressants. Et pareil, il y a des vidéos qui les décrivent, donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en description. Bon bah voilà, j'aurais parlé de Ridley Scott sur cette chaîne, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres analyses, d'autres critiques de films et de séries sur les costumes historiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour le reste de mon contenu et sur la chaîne Passé Sanglant les dimanches, toutes les 2 semaines. Et d'ici là, des gros bisous et à la prochaine. Salut!